Éric Emmanuel, il y a 2 ans, on s'est vu. Vous sortiez d'une belle histoire littéraire qui était celle de cette révélation dans le Hogar que vous racontiez. Une forme de retour, de passage à l'athéisme à la foi, après une expérience très dure, très physique et très solaire aussi. On s'est un peu perdu de vue pendant une petite année, et puis est revenu Éric Emmanuel avec La Vengeance du pardon, un des plus beaux romans de cette année, qui marche très très bien, au-delà même, je veux dire, des fans que vous êtes ici. Cet ouvrage parle à la fois de la vengeance et du pardon. C'est aussi un roman à 4 voix, en 4 histoires qui pourraient paraître des nouvelles, mais c'est pas plus compliqué que ça, et plus subtil que ça. 4 nouvelles, 4 histoires, et le pardon. Est-ce que le pardon, pour vous, c'est aujourd'hui l'ultime pureté dans ce monde de brut? Moi, je suis un partisan du pardon. Je pense qu'il faut pardonner. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, pardonner? Pardonner, c'est dire à quelqu'un, tu n'es pas que le crime que tu as commis. Tu n'es pas que la saloperie que tu as faite. Donc, pardonner, c'est restituer à quelqu'un toute son humanité, en lui disant, tu es capable du meilleur ou du pire, mais je sais que tu es aussi capable d'autre chose que cet acte-là. Donc, c'est le refus de pétrifier quelqu'un dans une faute. On a tous vécu ça, puisqu'on a tous eu à pardonner. Et pardonner, c'est finalement refuser de réduire un être à un de ses actes, c'est-à-dire à une faute. Donc, je crois que c'est très, très important de pardonner. Et je dirais que je vais répondre vraiment à la question, mais il faut que c'est l'ancien prof de philo qui revient. Quand on décide de pardonner, on le décide. Mais on n'a pas forcément encore la paix intérieure qui est censée donner le pardon. Et on peut dire qu'il y a 2 pardons, le pardon volontaire et puis le pardon émotionnel. Et donc le pardon, on le décide parce qu'on a des valeurs, mais au fond de soi, on peut toujours être en souffrance, on peut toujours être en révolte contre ce qui est arrivé, on peut n'avoir aucune paix au fond de soi, même si on a volontairement et intellectuellement pardonné. Mais c'est ce pardon volontaire qui va créer un espace en nous, qui va nous permettre un jour d'arriver au pardon émotionnel, c'est-à-dire d'arriver véritablement à la paix qui fait qu'on se trouve tout d'un coup dans un rapport harmonieux de nouveau avec l'autre ou avec les autres. Donc voilà, le pardon, c'est un chemin. C'est un chemin vivant, c'est un processus. Et je ne sais pas si on y arrive totalement. Donc pour répondre à vos questions, je ne sais pas s'il y a eu un vrai pardon sur cette terre. Si jamais il y a eu quelqu'un qui est allé au bout de la logique du pardon, c'est-à-dire du pardon volontaire jusqu'au pardon émotionnel, total, entier. C'est ce que disait, vous savez, Jean Kelevitch, le philosophe, qui a écrit un magnifique livre sur le pardon, en disant « Je ne sais pas si sur Terre, il y a eu un véritable pardon. » Ou alors il dit peut-être un saint, les saints. Mais ce à quoi nous sommes tous appelés, hein, n'oubliez pas. Dans les Sœurs Barbarin, oui. Le pardon se met en place très lentement. C'est d'abord une histoire de détestation. C'est 2 jumelles qui arrivent dans une famille. On attendait un garçon, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça se passe il y a 80 ans, donc on ne faisait pas d'échographie comme aujourd'hui. Et les parents attendent un enfant. Ils ont décidé que si c'était une fille, elle s'appellerait Lily, et que si c'était un garçon, il s'appellerait Moïse. Et puis, naît une petite fille, donc tout le monde se réjouit de voir la petite Lily. Et 20 minutes après, hurlant, furieuse, arrive une deuxième petite fille qu'on n'avait pas. Qui est la deuxième, hein. C'est la deuxième, voilà. C'est déjà pas simple. Voilà. Et du coup, les parents, un peu pris de court, l'appellent Moïsette. Donc, j'en connais des Moïsettes, hein. Enfin, au Québec. Et donc, un prénom par défaut, déjà, c'est un destin. Avec cette formule incroyable, Lily avait gagné une sœur, Moïsette s'était découvert une rivale. Voilà. Tout est dit en une phrase. Voilà. Alors ça, c'est pas le jour de la naissance, mais c'est l'anniversaire des 4 ans, où tout d'un coup, les parents décident d'introduire de la différence entre les jumelles, et donc font des cadeaux différents à chacune. Et là, l'espèce d'œuf
harmonieux de leur enfance. Vous savez, souvent, entre les jumeaux et les jumelles, il y a comme un langage commun, l'un fait un geste, l'autre le finit, etc. Donc cette espèce d'harmonie incroyable qu'il y a eu au départ de leur vie est brisée. C'est l'introduction de la différence, c'est l'introduction de la conscience d'être seul au monde. Et pour l'une, l'aînée, c'est merveilleux d'être dans le monde, certes seule, mais accompagnée par une sœur jumelle, elle s'en réjouit. Et pour la jumelle, Moïsette, c'est l'horreur. Sa sœur lui prend la place, l'affection des parents, c'est elle qui attire la lumière, c'est elle auquel s'adressent les gens. Donc elle s'estime victime. Celle que les hommes aiment. Oui, elle s'estime donc une victime et comme tous les gens qui se prennent pour des victimes, elle va devenir un bourreau. Et donc elle va devenir le bourreau de sa sœur, elle va lui faire toutes les saloperies possibles et imaginables. Et quand on est jumelle, vous imaginez tout ce qu'on peut faire. Les sœurs Barbarin, on se rend compte que ça démarre de façon assez bucolique, hein, oui. par ce petit village que vous aimez beaucoup, parce que je crois que c'est celui de mon enfance, oui. Saint-Sorlin en Bugey. Voilà. Ça s'invente pas, ça s'invente forcément, pas, puisque ça existe. C'est un des villages les plus fleuris de France, et c'est pas loin de Lyon. Et mon grand-père avait une maison là-bas, et on passait nos vacances là-bas. Et j'adore mettre une histoire horrible dans un cadre idyllique. Alors, voilà. Vous savez, c'est le contraire de ce qu'on fait au cinéma, surtout le cinéma français. Vous avez remarqué, par exemple, dans un film français, quand il y a une rupture, il pleut. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai vécu des ruptures sous grand soleil. Voilà. C'est beaucoup plus douloureux, parce que la nature n'est pas du tout en harmonie avec votre chagrin, quoi. Et là, la rupture. Et moi, j'aime bien travailler comme ça sur les contrastes. Et là, la rupture s'installe en plein soleil. C'est bucolique, c'est champêtre. Voilà. Une famille normale, je veux dire, qui accouche de 2 petites filles magnifiques. Et on sent venir très très vite, comme dans un chabrol, les petites gouttes de poison qui vont transformer la belle histoire, ou ce qui aurait pu être une belle histoire, en un drame. Vous organisez remarquablement le suspense, pour pas dire le côté polar, thriller, avec cette histoire de procès, ces flashbacks incessants qu'on suit très bien, avec une organisation... Un suspense psychologique, ouais. Alors ça, c'est chez Éric Emmanuel Schmitt, on le connaît au théâtre. Dans le roman, c'est plus surprenant, vrai ou faux ? Oui, la nouvelle me permet de... Vous savez, je pense que la plupart des auteurs de théâtre, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils préfèrent écrire des nouvelles que des romans. Si vous prenez les grands, Pirandello, Tennessee Williams, Tchekhov... Cocteau. Oui, c'est des textes courts parce qu'au théâtre, on apprend la concision. Et on garde la concision dans l'art de la nouvelle. Donc c'est vrai que j'aime bien tisser mon histoire d'une façon un peu... Machiavélique, on peut dire ? Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Eh oui. Alors, vous adorez ça aussi, alors. Oui. S'il y a un sadique, il y a des masochistes. Hein. Les jumelles dans l'ouvrage finissent par papillonner, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que plus Moïsette est haineuse et mauvaise avec sa sœur, plus sa sœur pardonne. Et on découvre 2 choses. D'abord que c'est difficile. Première question, est-ce qu'on doit tout pardonner ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt pardonner à bon escient ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites au pardon ? Est-ce qu'il y a un moment pour quelqu'un qui vous agresse, est-ce qu'il ne faut pas dire stop ? Non, elle pardonne toujours. Et cet amour provoque, par amour, et cet amour provoque exactement l'inverse, c'est-à-dire la haine de sa sœur. C'est le deuxième point. Plus Moïsette est pardonnée, plus elle déteste sa sœur. Et elle s'acharne. C'est comme si... Parce qu'elle découvre en plus qu'au fond, elle n'aime pas sa sœur. Et donc, elle ne supporte encore moins l'amour de sa sœur, l'amour infini et toujours prouvé de sa sœur. Et donc, c'est le jeu des contraires. À tel point qu'on a envie de secouer Lily en lui disant... Arrête de pardonner. Arrête de pardonner, quoi. Oui. Elle allait trop loin. C'est une vraie question, y compris une question philosophique. Est-ce que la volonté de pardon ne doit pas à un moment buter sur l'impardonnable ? Alors, pour l'agrégé de philo que vous êtes, la philosophie, de tous les jours, irrigue complètement votre œuvre. Elle est là à tous les rendez-vous. Oui. À celui de la religion, à celui de l'athéisme, à celui de la foi, dans tous les moments intimes de la vie d'Éric Emmanuel Schmitt, la philosophie pose des questions. Est-ce qu'elle apporte des réponses ? Alors, les sœurs Barbarin. Mais dans votre vie aussi, dans toute notre vie, nous nous posons des questions philosophiques tout le temps.
C'est juste que c'est comme Monsieur Jourdain qui fait le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. Nous faisons tous de la philosophie sans le savoir. La seule différence quand vous êtes prof de philo, c'est que vous le savez. C'est tout. Mais on est tous dans des confrontements, des confrontations philosophiques. Est-ce qu'on aime bien? Pourquoi est-ce qu'on aime? Jusqu'à quel point doit-on aimer? Est-ce qu'on doit pardonner? Enfin, c'est des questions de nos vies. Alors moi, j'essaye évidemment, comme vous le dites, il y a une irrigation philosophique qui fait que tous mes récits sont aussi des fables, oui, qui permettent peut-être de réfléchir. Alors, je reviens à la métaphore du papillon, Madame Butterfly. Madame Butterfly. Ah, c'est le deuxième texte. C'est le deuxième texte, mais je pense Mademoiselle Butterfly. Mademoiselle Butterfly, pardon. C'est l'histoire de William qui rencontre une jeune chevrière, Mandine Zian, au cours d'un dégagement, on va dire, très masculin entre blouson doré à la montagne, c'est un peu ça? Oui, c'est un groupe des gosses de riches. C'est un groupe d'adolescents, voilà. Oui, des gosses de riches qui sont à la campagne. Ils se font plaisir, hein. Et ils font un pari stupide comme peuvent faire les garçons, qui est capable de coucher avec la fille du berger, voilà, qui est par ailleurs sublime de beauté, voilà, mais parce qu'elle a eu un problème à la naissance, un peu retardée, un peu simple d'esprit. Et donc, c'est pas un prix de concours général, mais elle a on va découvrir que c'est une merveille. C'est une merveille intérieure. Ouais. Et donc, allez tout de suite. Alors, je fais une parenthèse. Allez tout de suite à la page 120. Brûlez les étapes. Allez tout de suite à la page 120 et lisez cette très très belle scène d'amour entre William et Mandine, qui est un chef-d'œuvre de beauté, de pureté et d'absence totale de vulgarité, oui, dans ce monde de brut. Alors, La Grange de Sherpas, une des plus belles scènes du roman contemporain aujourd'hui. C'est une très belle histoire, très dure, qui dit beaucoup de choses sur le monde d'aujourd'hui, notamment sur le rapport entre, j'allais dire, le fric et l'amour, l'amour et le pouvoir, oui, la famille et le pouvoir. Oui. Vous lâchez, là, c'est plus Emmanuel Schmitt, le philosophe, c'est le sociologue. C'est comment on peut pervertir une relation avec de l'argent. Exactement, parce que le moi social du garçon, William, écrase son moi profond. C'est un garçon qui veut réussir, qui veut être riche, qui veut occuper une position importante dans la société, qui veut parader dans une idée de la supériorité sociale. Et en fait, ce garçon qui va relever le défi, qui va dire moi, je vais coucher avec la fille en question, quand il est en face d'elle, il est totalement désarmé, il est totalement amoureux. En fait, elle est sublime et au fond, c'est la femme de sa vie. Mais il ne se reconnaît pas dans cet amour. Il ne veut pas penser qu'il aime cette fille-là. Il ne veut pas se balader avec elle à son bras, il ne veut pas qu'elle fasse partie de sa vie, donc il va la rejeter d'une façon... La pire des violences, c'est l'indifférence. Il va la rejeter avec une indifférence totale. Mais en fait, il l'aimera toute sa vie. Et on ne va pas raconter l'histoire, parce que finalement, d'une certaine manière, elle va finir par prendre sa vraie place dans sa vie à lui, parce qu'elle, comme vous le disiez, c'est la pureté totale de l'amour. Alors elle, il n'y a que le moi profond, il n'y a pas de moi social. Elle est complètement, elle se donne entièrement, elle n'est qu'amour, elle l'attendra. C'est pour ça que ça s'appelle Mademoiselle Butterfly, parce que vous vous souvenez, dans Madame Butterfly de Puccini, Cho-Cho-san attend l'officier américain toute sa vie. Elle l'attendra et elle va finalement, alors qu'elle est un peu simple d'esprit, mais elle est simple d'esprit, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est aussi simple de cœur. Et elle va révéler... C'est-à-dire qu'elle va donner... On ne va pas raconter l'histoire, mais elle va donner l'exemple aux autres de ce qu'est l'amour. Elle va révéler une intelligence supérieure, qui est celle du cœur et du rapport avec les gens, notamment la fin de l'ouvrage, de la nouvelle qu'on ne racontera pas. Vous êtes parvenu à ne pas faire de William un salaud, un pur salaud. Parce que je pense que vous auriez pu ? Non. Parce que je pense que tout être humain, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet du pardon, tout être humain est en capacité d'être un ange ou un salaud. Je pense que nous avons en nous la liberté, donc la possibilité du bien comme du mal. Et je pense qu'on ne peut jamais pétrifier quelqu'un dans une action ou dans un certain nombre d'actions. Je pense que tout est possible. Je veux dire, un être merveilleux peut tout d'un coup faire quelque chose de très laid, de très sale. Et puis, un être exécrable peut tout d'un coup avoir un acte admirable. Voilà, faut s'attendre à tout avec l'être humain. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de vivre avec des êtres humains. Parce qu'il faut s'attendre à tout. Moi, par exemple, j'ai des chiens.
je ne m'attends pas à tout, je sais que c'est de l'amour pur. Mais j'ai besoin des humains pour avoir un peu de surprise. Pour être trahi, de temps en temps. Éventuellement. Je ne serai jamais trahi par mes chiens. Tandis qu'avec les êtres humains, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Donc c'est un petit peu plus romanesque. Et parfois palpitant. On passe de la grange de Cherpaz avec cette très belle scène, dont je ne me remettrai pas, à Élise Morigné. Alors Élise Morigné, ça commence, on n'est plus dans Chabrol, on est chez Tavernier. Ça commence en Alsace, elle a 45 ans, elle est traductrice. Et on ne sait pas trop où on met les pieds, sauf qu'elle visite Sam, serial killer, enfermé à la centrale d'Ensisheim, d'autres ports de pêche pour passer ses vacances, en Alsace, pour 15 meurtres horribles de femmes. Quand je dis horribles, je veux dire, le fait de ne pas les nommer est en soi, je veux dire, le summum de l'horreur. Oui, il ne nomme pas ses victimes. C'est la première, la deuxième, la troisième. Voilà. C'est de 1 à 15. Et quand l'enquêteur lui parle, ou quand on lui parle, on dit c'est la 15e. Ah oui, la 12e. Voilà. Alors, Élise Morigné, je refais le pitch, a laissé sa fille dans ce drame, Laure, 23 ans, une gamine magnifique, massacrée dans des conditions horribles, et elle se présente devant le tortionnaire de sa fille. Oui. Et là, on se dit, est-ce que c'est possible ? Ah oui, c'est possible, parce que je me suis inspiré d'une histoire vraie. Il y a 20 ans, j'ai rencontré l'avocat d'un serial killer qui avait défrayé la chronique. Il me raconte le procès et il me raconte évidemment la déception profonde qu'a représenté le procès pour les parents des victimes. Parce que pendant le procès, cet homme ne montre aucun regret, aucun remords et aucune compassion. Enfin, c'est un peu le propre des serial killers, hein. C'est des êtres absolument dépourvus de compassion. Et donc les parents vivent une nouvelle violence finalement pendant ce procès, loin d'avoir une explication, une compréhension, loin même de recevoir une considération pour leur peine. Ils sont en face de quelqu'un de totalement fermé. Et cet avocat me dit, une mère de victime a réagi après la condamnation à perpétuité d'une façon totalement différente qui a beaucoup choqué les autres. Elle s'est mise à aller visiter le serial killer, donc l'assassin de sa fille, en prison. Et il m'a dit, pourquoi ? Que cherche-t-elle ? Et 20 ans après, je lui réponds en écrivant La vengeance du pardon, puisque cette nouvelle s'appelle La vengeance du pardon. Voilà, je propose mon interprétation. Et alors la première question de Sam, quand il voit arriver Élise, c'est pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes là ? Lui-même. Qu'est-ce que vous cherchez ? Lui-même ne comprend pas. Parce qu'en fait, elle est très habile. Elle veut absolument accoucher de quelque chose. Elle sait très exactement où elle va. Je ne sais pas. C'est un doute ? J'ai laissé le doute exprès. Mais vous avez interprété comme ça. Oui, moi je l'ai lu comme ça. C'est très possible. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression parfois que ça nous arrive, vous savez, dans la vie, d'être mu par une force qui nous fait faire quelque chose. Et on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, mais on va le chercher. Et quand ça arrive, on se dit, ah oui, c'était ça que je cherchais. Et là, je pense qu'elle est un petit peu dans cet état-là. Ou alors, si elle savait vraiment tout... Enfin, j'ai fait exprès. Vous savez, moi-même, je ne sais pas tout de mes personnages. Je les vois avec leur complexité. Ce qui est sympathique, c'est que ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Ouais. Elle arrive devant ce serial killer qui s'appelle Sam, donc, qui joue beaucoup avec la métaphore du tigre, qui est très importante dans ce livre. Hein, Sam, le tigre, qui a besoin de proie, qui n'est mu que par son instinct. C'est-à-dire qu'il s'est déshumanisé. Puisque finalement, son exemple, c'est un prédateur animal. Et elle, pendant le même temps... Elle est en face d'un autre félin, puisque je raconte sa vie privée dans son studio, où il y a un chat sauvage qui essaye de l'apprivoiser. Alors donc elle essaye d'apprivoiser un tigre, tandis qu'un chat essaye de l'apprivoiser. Je ne vais pas vous raconter pourquoi, vous comprendrez. Parce qu'il y a un petit suspense derrière ça. Et, voilà. Et puis ce chat est très agaçant. Hein. Les premiers pas avec Élise sont assez hasardeux. Il est comme un chat. Il est un peu chez lui alors qu'il est chez elle. Voilà, quoi. Il est très vite la métaphore du tigre. Elle ne se sent pas très bien. Et puis finalement, au fur et à mesure que la relation avec Sam évolue, hein, derrière le parloir, au fur et à mesure de ce changement d'attitude, le chat devient de plus en plus le complice et l'intime. Ou elle devient de plus en plus complice et intime du chat. Voilà, c'est quelqu'un de totalement fermé. Vous imaginez quand on a vécu cette horreur de voir son unique enfant tué, elle n'a plus de vie sociale, même avec ses sœurs et sa famille, elle est incomprise. Oui, mais elle a mis tous les verrous. Et tout d'un coup, c'est un petit animal qui vient essayer de faire sauter ces verrous.
et essayer de la remettre dans le chemin du jeu, du plaisir, etc. Elle ne va pas s'ouvrir tout de suite, non? Alors quand sans violence, sans menace, elle met à genoux le tigre, il y a cette formule incroyable. Attention. Oui. Non. 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 La dites pas. Non. Non. Il y a cette formule. Non, la dites pas. Il y a cette formule incroyable qu'on ne dira pas. Voilà. Il y a une relation très belle qui s'installe, hein, presque une complicité. Disons qu'elle cherche à. Il y a un dialogue. Elle cherche à comprendre ce qui s'est passé avec cet homme, et peut-être aussi qu'elle cherche à lui faire comprendre ce qui s'est passé. Et elle a l'intelligence d'essayer de l'amener, de travailler avec lui et de créer une relation pour l'amener au moment où il a quitté l'humanité. Parce que cet homme-là, ça a été un enfant normal, entre guillemets, enfin, ou peut-être pas, mais il y a un moment où il a quitté le territoire de l'humain pour devenir le monstre qu'il est, le tigre. Et elle va essayer de retrouver la porte où il est devenu inhumain pour essayer de lui faire franchir dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui quand on essaye de déradicaliser des intégristes ou des terroristes. Des jeunes, on essaie de trouver le moment où ils ont basculé et se servir de ce point de bascule pour essayer de les faire revenir, ce qui est très difficile. Et ça ne marche pas toujours. Oh, rarement. Rarement, mais malgré tout, il se passe quelque chose. Ah, ici, mais là, il faut garder le secret quand même. Dans ce troisième chapitre, entre Ensisheim, le petit appartement et le chat, on voit arriver quelque chose qu'on n'a jamais vu dans votre œuvre littéraire. C'est cette accroche avec l'histoire. L'histoire avec un grand H, l'histoire la plus horrible, puisque c'est celle de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit une trame s'installer. On est en Allemagne, chez un... On est dans un jardin. Dans un jardin. On est dans un jardin, il y a un vieil homme de 90 ans qui fait son jardin, qui a un taiseux, vraiment... Avec un nom d'officier prussien et d'aristocrate. Werner von Breslau. Voilà. Ouais. Et la on première n'est pas la Ferté-Gaucher, quoi. Non, et la première phrase, c'est « Dessine-moi un avion ». Ouais. C'est le titre de la nouvelle, « Dessine-moi un avion ». Il y a une petite fille de 8 ans, Daphné, qui a franchi le mur et qui lui dit « Dessine-moi un avion ». Elle sait qu'il est un ancien aviateur. Et elle rentre dans une relation avec lui qui va tout d'un coup illuminer la vie de cet homme. Qui n'est pas facile au début. Hein. Il la regarde un petit peu... Non, mais... Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Il s'est renfermé, parce que d'abord, je pense qu'il a eu une vie assez tragique, et surtout, il a vécu la guerre avec cette contradiction brûlante au fond de lui dont il ne s'est jamais débarrassé, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre, mais lui, il faisait la guerre pour l'Allemagne, pas pour le nazisme. Vous voyez, donc il se trouvait qu'il était... Un Allemand normal. Oui, il n'a absolument aucun des idéaux nazis, mais il défendait son pays. Donc il est dans ce drame d'avoir fait la guerre pour l'Allemagne, mais une guerre qui est considérée aussi pour les nazis. Donc on voit les problèmes qu'il a avec sa famille, avec son fils, qui reviennent continuellement là-dessus. Mais est-ce que tu as des sympathies nazies, etc. C'est important ça, parce que dans les plis du roman, vous dessinez une autre trame, vous enchevêtrez une autre trame qui est celle de la réconciliation entre les générations, qui est celle d'un travail qui n'a pas été fait entièrement en Allemagne, notamment entre le pilote de chasse allemand qui a bombardé des villes entières, et le fils qui se dit qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon père quand il avait 20 ans ? Qui est mon père ? Qui est mon père ? Et puis je dessine aussi la trame du néo-nazisme qui existe en Allemagne, etc. Mais ce Werner von Breslau, tout d'un coup, sa vie est illuminée par cette petite fille, Daphné. Et en plus, elle vient le voir tous les jours avec un livre à la main pour qu'il lui lise Le Petit Prince. Et cet homme va découvrir Le Petit Prince, parce que ce n'est pas quelqu'un qui lit, puisqu'il le lit à cette petite fille, et il va adorer ce texte. Il va s'intéresser à Saint-Exupéry parce que c'était un aviateur comme lui, mais de l'autre côté. Et puis tout d'un coup, il faut qu'on arrête de raconter. Voilà. Il va découvrir qu'il a dans le passé commis un acte absolument atroce. Irréparable. Et là, c'est, par rapport à la problématique du pardon, c'est peut-on se pardonner à soi-même ? Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve très difficile de se pardonner à soi.
Moi, dans ma vie, j'ai pardonné aux gens qui me faisaient du mal parce que j'ai les épaules assez solides et puis je n'aime pas vivre non plus dans la haine et dans le conflit. Je suis en recherche de sérénité, donc je cherche d'ailleurs d'une façon peut-être égoïste le pardon pour moi autant que pour l'autre. C'est-à-dire ça m'arrange de pardonner parce que je n'ai pas envie d'avoir des sentiments négatifs qui m'accrochent et qui m'aliènent avec des êtres. C'est d'ailleurs un des paradoxes que j'examine dans le livre à plusieurs endroits. Finalement, le pardon qui est si altruiste est parfois un acte aussi un peu égoïste. On pardonne pour en finir avec les idées de meurtre, de vengeance. Pour se libérer ? Pour se libérer. On se dit, je vaux mieux que la haine qui m'habite à cause de cet abruti. Donc, on pardonne soi, au fond. Et on veut la paix en soi avant la paix avec l'autre. Hein. Donc ça, moi, j'ai vu dans ma vie que je pardonnais. Par contre, je ne peux pas pardonner aux gens qui font du mal à mes proches. Là, je suis une bête sauvage. Un tigre. Vous êtes capable d'être un tigre. Non, oui, réhabilitons les tigres. Mais par contre, je ne suis jamais arrivé à me pardonner, moi. À me pardonner ce que j'avais pu faire de mal. Du mal sans volonté du mal. Parce que souvent, on fait mal sans volonté de mal faire. On n'est pas là quand il faudrait être là. On n'a pas dit le mot qu'il fallait quand il fallait. On n'a pas compris l'appel au secours, enfin, etc. Donc, on a tous vécu des moments où on n'a pas vu. Hein, et où on a fait du mal, même si on a la volonté du bien ancrée dans l'âme. Et voilà, moi je sais que je n'arrive pas à me pardonner. Et Werner von Breslau, au fond, il est comme ça. Il va chercher une rédemption parce qu'il n'arrive pas à se pardonner ce qu'il a fait. Il n'a pas trouvé en famille une vraie écoute intergénérationnelle. Il n'a pas su la créer non plus. Il a un mot terrible avec l'arrivée du fils, le secret, et cette formule, Werner contemplait son fils en se demandant comment il avait pu produire ce vieillard. Bah oui, quand vous avez 90 ans, votre fils est un vieillard. Vous vous dites non, c'est quand même pas ça que j'avais fait. C'est d'une dureté, et en même temps, ça dit tellement de choses. Son fils lui est étranger, oui. Ouais. Mais parfois, ça arrive. Hein. À tout le monde. Dans une même famille, que finalement, malgré la consanguinité et malgré la proximité dans les tables, on a le sentiment d'être avec des étrangers. Et là, c'est un peu son cas. Mais il n'a pas su créer les conditions aussi de la familiarité ou de l'intimité. C'est pas quelqu'un qui a su créer cela chez son fils. C'est quelqu'un d'assez froid et qui en même temps à la fin s'humanise complètement, Werner von Breslau. Ben oui. Mais parce que la petite fille a trouvé la porte. Alors quel est le fil rouge entre ces 4 histoires dont on ne donnera ni l'épilogue ni les secrets parce qu'ils sont lourds de secrets? Il faut le lire vraiment comme un polar. Et moi, je prédis à La Vengeance du Pardon une suite au cinéma, une adaptation, un scénario. Je suis persuadé que ça finira comme ça et sur une toile. Quel est le fil rouge? Qu'est-ce que vous avez tissé comme lien d'un bout à l'autre, y compris dans l'organisation technique du roman? Parce que rien n'est un hasard chez Éric Emmanuel Schmitt. Ce serait trop simple. Oui, les histoires s'équilibrent les unes les autres. Certaines plus cruelles, d'autres plus lumineuses. Il y a toujours les 2 éléments dans chaque, mais il y a une prédominance. C'est comme un peu les mouvements d'une symphonie. Hein. Il y a un équilibre qui se crée. Et puis, je ne sais pas si c'est un fil rouge. Moi, je dirais que c'est plutôt un diamant noir. Hein, c'est-à-dire, c'est le pardon avec toutes ses différentes facettes. Le pardon égoïste, parce que ça existe. Le pardon par le mépris, est-ce que c'est vraiment du pardon? Le pur pardon, le pardon à mauvais escient, et puis la difficulté d'être pardonné aussi, parce que c'est très difficile de vivre sous le regard de quelqu'un qui vous pardonne, parce que vous vous sentez doublement misérable. Vous êtes misérable parce que vous avez le nez sur votre faute. Et puis vous êtes misérable parce que vous êtes devant quelqu'un qui est plus humain que vous, plus grand que vous. Donc ça peut être très très humiliant d'être pardonné, vous voyez. Donc voilà, j'examine, je regarde le diamant sur toutes ses facettes. Mais c'est toujours, moi c'est ce que j'aime dans l'écriture, c'est explorer comme ça les facettes de l'humanité. En refermant le roman, je me suis dit, c'est aussi le roman ou l'œuvre des rendez-vous manqués. Entre Lily et Moïsette, oui. Entre William et son fils, GB, comme James Bond, oui. pas plus, oui. entre Élise et Sam,
entre Werner et Daphné, et surtout Werner et son fils. Oui. C'est le roman des rendez-vous manqués. C'est des histoires qui auraient pu se passer autrement. Oui, moi je trouve que c'est une des grandes tragédies de la vie, c'est que nous ne sommes pas toujours synchrones. On ne s'aime pas au même moment, ou on ne s'aime pas avec un temps d'intensité au même moment. Il y en a un qui aime plus, ou une qui aime plus, et puis après c'est trop tard. Oui, je trouve que la vie voilà, Dieu ou le hasard ne fait pas du roman rose. On retrouve d'ailleurs ce rendez-vous manqué pas mal dans votre œuvre au théâtre. Il y a à la fois des rendez-vous manqués et des rencontres réussies. Oui. Parce que là, par exemple, Daphné et Werner, c'est une rencontre réussie. Mes livres sont pleins de rencontres réussies. Je veux dire, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, c'est une rencontre entre Momo et Monsieur Ibrahim qui est importante. Oscar et la Dame Rose, la bénévole des hôpitaux et le petit garçon malade, c'est aussi une rencontre qui change la vie. Donc il y a plein de rencontres réussies, mais je ne suis pas abruti. Je sais que nous passons aussi notre temps à passer à côté les uns des autres sans nous atteindre ou sans être en harmonie dans nos désirs, nos demandes, nos attentes. Oui. Alors, vous avez écrit au théâtre pour de grands noms, hein, pour Annie Dupéret, pour Francis Huster, pour Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Bernard Giraudot, Daniel Darieux, me semble-t-il. Bernard Giraudot, Giraudot, immense acteur, Bernard Giraudot, Francis Huster. Charlotte Rampling. Bon, on arrête. Vous adorez alterner entre les genres, les angles d'approche. Chaque rentrée littéraire est pour vous l'occasion d'un nouveau défi. Il suffit de vous connaître un peu, un café avec Éric Emmanuel Schmitt, et on se rend compte que le défi d'après est déjà en route. Oui. Alors, le retour au théâtre ou déjà du théâtre sur les planches? Là, je suis dans le moment où je ne sais pas encore. C'est-à-dire que j'ai dans la tête plein de... Ça se décide à Noël, un peu avant, un peu après? Oui, au mois de novembre, ça va se préciser. En fait, moi, j'ai plusieurs romans dans la tête, j'ai une trentaine de nouvelles, j'ai 5 ou 6 pièces. Mais je ne sais pas laquelle va passer devant. Et ça, comme en ce moment, j'accompagne le petit jusqu'au préau de l'école, je sors le livre, le dernier, je ne peux pas encore réfléchir. Mais ça va... C'est-à-dire que ça ne sert à rien que je réfléchisse, que je décide. C'est une de mes histoires va me dire, bon, maintenant c'est moi, c'est maintenant. Vous allez me dire que je suis obsédé par le cinéma, oui. mais comme Didier Lecoing, je pense que vous avez absolument joué dans les Viennes au cinéma. Alors, dites-moi si votre cartomancienne vous a prédit. Ah non, je ne pas cartomancienne. Vous a prédit une vie au cinéma. Là, il se passe des choses, je suis sûr. Oui, non, mais le cinéma, moi j'adore faire des films, mais j'ai donc fait Odette Tout le Monde avec Catherine Fro et Albert Dupontel, et ensuite Oscar et la Dame Rose avec Michel Larocque et Max von Sydow et le petit Amir. J'adore faire du cinéma, mais ça prend un temps fou. Moi, pendant le temps d'un film, j'ai le temps d'écrire 2 romans, 4 pièces. Vous voyez? Et puis alors, ça coûte un argent fou, pas à moi, hein. Moi je me fais payer. Mais faut mobiliser des millions pour faire un film. Et puis parfois, ça dépend de rien. Je vais vous dire la vraie raison pour laquelle j'ai pas fait de cinéma ces dernières années. Parce que j'ai préparé un film pendant 2 ans. C'était Le sumo qui ne pouvait pas grossir, d'après un de mes textes. On n'a jamais filmé ce monde des sumos. J'avais tout. J'avais la coproduction franco, belgo, canado-japonaise. J'avais tout. Et il y a eu le tsunami. Et tout d'un coup, tout est tombé à l'eau, c'est le cas de le dire. Et là, je me suis dit, mais c'est insupportable. C'est insupportable. J'avais travaillé 2 ans. Et je me suis dit, finalement, un livre, j'ai besoin juste d'un bloc de papier et d'un stylo. Quel pouvoir! Donc, voilà, le cinéma, c'est... Et j'ai toujours dit que je ferais du cinéma à côté, et pas principalement parce que j'ai des amis metteurs en scène. C'est une vie de souffrance avec de multiples avortements, puisqu'il y a plein de films dans lesquels ils investissent au niveau de l'écriture et de la préparation toute leur énergie qui finalement ne se font pas, parce qu'un des producteurs est véreux, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, parce que ceci, parce que cela. Moi, j'ai pas envie de... En fait, j'aime bien quand même, comment dirais-je, contrôler un petit peu mon destin. Et le temps du cinéma, c'est pas possible pour vous. Voilà, mais cela dit, maintenant j'ai envie de nouveau de tourner, j'ai envie d'être sur un plateau avec des comédiens, donc je vais m'écrire, là j'ai trouvé, je vais m'écrire une histoire que je tournerai bientôt, enfin j'espère,
Et puis je crois que La vengeance du pardon, c'est déjà parti, mais c'est pas moi qui le ferai. Mais ce sera né à Nancy. Allez. On vous retrouvera pour présenter le scénario et le film, à n'en pas douter. Peut-être le tournerez-vous d'ailleurs ici, qui est une terre d'élection aussi pour le cinéma. Oui. Éric Emmanuel, vous êtes un grand lecteur depuis longtemps. Oui. Bien avant Normal Sup, vous étiez encore lycéen, vous lisiez déjà beaucoup. Oui. Alors vous êtes Surtout que moi je foutais rien à l'école, donc je lisais. Vous êtes le fils de 2 sportifs émérites qui lisaient aussi. Qui lisaient beaucoup, mais qui étaient aussi des champions et des sportifs de haut niveau. Ce que je ne suis pas. Mais on est quelques-uns à partager ça. Vous lisez beaucoup et j'en viens au Goncourt, dont vous faites partie. Alors, je sais que vous n'allez pas nous donner de scoop à Nancy, hein, même si c'est la terre des Goncourt et qu'on aurait quand même la priorité. Ouais. D'accord. Bon, comment se passe cette édition 2017 ? La première liste est sortie avec des surprises, d'autres moins. Quelques mots des Goncourt 2017, première sélection. Moi, je trouve que dans cette liste que nous avons faite la semaine dernière, mais qui est le résultat d'un travail qui a duré tout l'été, hein, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, nous avons reçu les livres, et à partir du mois de juin, nous écrivions quasiment tous les jours. Puisque les 10 membres de l'Académie, c'est d'ailleurs assez croquignolet les textes qu'on écrit, parce qu'on se lâche. Il faudra les publier ou il faudra attendre les archives à Nancy alors ? Si vous avez un peu de patience, dans 150 ans, il n'y a pas de problème. Diantre. Non, parce qu'il faut qu'il y ait prescription. Parce que parfois on dit des choses épouvantables parce qu'on lit tellement et on est tellement au service de la littérature. Parce que, vous savez, nous, les 10 écrivains de la table du Goncourt, on ne parle jamais de nos œuvres. Hein. On parle toujours des œuvres des autres et on se passionne pour les œuvres des autres. Et c'est 80, mais tout d'un coup, 100... quand il y a un truc qui est vraiment mauvais, on en profite pour écrire un truc assassin et croquignolet. Donc, Éric Emmanuel, on s'indique les coups de cœur. Combien de bouquins par an ? 80, 100 ? Non, l'été 80 au minimum. Voilà, et dans l'année, après, il y a le Goncourt du premier roman, le Goncourt de la nouvelle, le Goncourt de la poésie et le Goncourt de la biographie, qui est d'ailleurs remis ici à l'Opéra. Oui. Donc, on lit tout le temps. On lit tout le temps. Vous savez, pour être juré Goncourt, il faut savoir faire 3 choses. Savoir lire, savoir boire et savoir manger. Moi, je coche. Les 3 ? Vous avez pris les 3 options ? Oui. Pour ça qu'ils m'ont pris. Alors, de belles découvertes cette année ou pas ? Oui, il y a des... Un beau cru ? C'est une bonne rentrée. Moi, vous savez, c'est mon plaisir depuis 2 ans que je suis au jury Goncourt, c'est de découvrir qu'il y a beaucoup plus de talent que je ne croyais. Et qu'est-ce que c'est bon de penser ça et de découvrir ça. Peut-être vous le saviez parce que vous lisez plus la littérature contemporaine. Moi, j'étais un lecteur un peu sclérosé qui lisait et relisait les classiques. Et donc, tout d'un coup, je découvre cette prolifération contre... Alors, il y a de rudes merdes, hein. Ça, c'est pas... Mais on n'en parlera pas. Là, dans la liste, ce sont évidemment des bons livres. Et très variés, c'est-à-dire il y a à la fois des livres très autocentrés, mais drôles, voilà. Il y a du romanesque, il y a du roman historique, il y a une sorte des biographies romancées. Pas trop d'autofiction, non ? Une seule. Ouais. Pour bien connaître Philippe Claudel, l'autofiction, c'est pas trop la tasse de thé des Goncourt. Mais moi, je dis toujours autour de la table, je ne sais pas ce qu'est un roman. Parce que faut rester ouvert. Je veux dire, chaque roman est un prototype. Il n'y a pas une façon d'écrire un roman. Vous savez, moi quand j'étais adolescent et jeune homme, le Goncourt allait toujours à ce qu'on appelait des romans réalistes. Et franchement, moi, je trouvais ça un peu ringard. Parce qu'au fond, le Goncourt ne représentait qu'une idée de la littérature. On est tous attachés autour de la table à se dire que un Goncourt ne doit pas être prévisible, ne doit pas récompenser un type de roman, mais doit pouvoir récompenser différents types de romans selon les années. Donc moi, ça me paraît très... Donc je ne dirais rien contre l'autofiction. Prenez Amélie Nothomb, je veux dire, l'autofiction d'Amélie Nothomb, c'est puissamment romanesque. Mmh. C'est quelqu'un qui a écrit des livres merveilleux dont elle est le personnage principal. Et
c'est de la littérature. On a beaucoup souffert dans les années 90-2000 de ce roman à la française, j'ai mal à mon papa, j'ai mal à ma maman. Au troisième, c'était terminé. Bien sûr. Et on a l'impression qu'on revient à de vraies histoires. Et puis à l'étranger, ça a beaucoup nuit à la littérature française. Moi, je me souviens Comme quand j'ai commencé à être traduit, et le cinéma, pareil. Moi, quand j'ai commencé à être traduit à l'étranger et à voyager, on me disait, oh là là, c'est curieux, ça ressemble pas à des romans français ce que vous faites. Parce qu'ils avaient l'idée que le roman français, c'était mon nombril, mon divorce, mon viol. J'en parle légèrement, c'est pas drôle, mais oui. c'est un divorce, ça peut être terrible, et un viol encore plus. C'était quand même que de la fiction, quoi. Mais bon, c'était véritablement voyage autour de mon nombril, quoi. Mais toute autofiction n'est pas comme ça. Et de très belles histoires reviennent. Originales. Le romanesque est revenu. Le romanesque est revenu. L'ambition de la fiction est revenue, je dirais. Parce qu'au fond, je crois qu'il y a eu un moment où peut-être les sciences humaines étaient très hauts et c'est comme si les romanciers s'excusaient d'écrire des romans. Tandis que maintenant, non. Est-ce que vous êtes partisan de l'enseignement de l'écriture littéraire à l'université? Vous qui êtes un pur produit de l'élite républicaine en France et de l'école et de Normal Sup. C'était inenvisageable. On pouvait pas être universitaire en France et en plus avoir des prétentions littéraires. Je veux dire, où on se fâchait avec l'université, où on faisait de la littérature. Entre les deux, il n'y avait pas de salut, quoi. Moi, j'ai quitté l'université d'ailleurs. Ouais. Mais enfin, c'était pour une autre raison. Pour d'autres raisons, j'ai tout de suite vécu de ma plume dès que j'ai écrit. On a l'impression que et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un modèle. Je veux dire, parce qu'on ne doit même pas être 10 à vivre ce bonheur de vivre de notre plume, vraiment, depuis le départ. Il ne faut jamais imaginer ça. D'ailleurs, moi, j'étais prof de fac parce que je me disais, c'est parfait pour écrire. 6 heures de cours du mois d'octobre au mois de mai, je vais avoir le temps d'écrire. 6 heures de cours par semaine. Donc, j'avais pris ce métier pour pouvoir être un écrivain du dimanche. Et puis, je suis un écrivain de la semaine parce que ça a tout de suite marché, etc. Mais alors, apprendre à écrire, la résidence littéraire à l'université, moi, tout ce qui à l'américaine. Tout ce qui peut développer la créativité, mais bien avant l'université, me paraît essentiel. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait, comme disait un neurologue, aujourd'hui, on fabrique des cerveaux gras, comme on fait des foie gras. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre le cerveau des gens pour un récipient dans lequel on va mettre surtout des informations. Alors attendez, bien sûr qu'il faut avoir des informations, qu'il faut apprendre, etc. Mais on développe au fond dans nos études qu'un hémisphère du cerveau. Le cerveau qui reçoit les informations et qui les range dans des tiroirs. C'est très bien, je suis un produit de ça. Mais il faut aussi développer l'autre hémisphère, celui qui est créatif. Et ça, plus on monte dans les études, moins c'est pratiqué. Et je trouve que c'est très dommage. Et moi, je peux vous avouer que donc moi j'ai fait des études, donc je suis rentré à Normal Sup en lettres classiques, ensuite j'ai passé mon agrégation de philosophie. 83 Ah oui, très jeune j'étais docteur en philosophie. Vous aviez à peine 20 ans. Pour Normal Sup. Oui. Oui. Mais après, non, moi, j'ai jamais été en avance, hein, mais j'étais à l'heure. Voilà. Et surtout, du coup, j'étais à l'heure sans me crever non plus, parce qu'en fait, j'aurais dû être en avance. Donc, je peux vous dire que moi, à l'issue de tout ce processus universitaire et académique, mais qui m'a énormément apporté, vous imaginez, en plus, à Normal Sup, moi, j'avais Jacques Derrida comme professeur, etc. Eh bien, je ne savais plus créer. Le créateur qui existait dans mon enfance et mon adolescence, qui déjà écrivait des romans et des pièces, il était mort. Parce que j'avais développé qu'une partie de mon cerveau. Et donc, je ne savais... Alors, quand j'ai retrouvé l'autre partie, la créative, elle était restée dans l'enfance. Elle ne profitait pas de tout ce que mes études m'avaient apporté. Et j'ai vraiment eu une lutte, non pas avec l'ange, mais une lutte entre deux parties de moi-même pour accorder le cerveau créateur et le mettre à un âge adulte et le faire profiter de ce que l'adulte savait. Ça m'a pris des années. Donc, apprendre, ça forme, mais ça déforme aussi. Et donc, plus on va faire travailler la créativité de nos cerveaux, mieux nous nous porterons. Donc je suis pour ces écoles. Moi, je ne les ferai jamais. Je n'ai pas envie qu'on m'apprenne à écrire. Je me suis appris tout seul à écrire. Je me suis appris avec les grands maîtres.
Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on développe la créativité. Moi, j'ai pu développer ma créativité parce que j'étais opiniâtre dans la volonté de créer, parce que de toute façon, je faisais de la musique, parce que de toute façon, je faisais du théâtre, etc. etc. Donc, j'avais plein d'espaces de créativité, même pendant mes années d'études. Mais la plupart d'entre nous, on abandonne tous les terrains de la créativité à partir de l'âge de 18 ans, comme on arrête souvent de faire du sport aussi. Trop tôt. Trop tôt, bien sûr. Bon, mais là, je ne vais pas donner des leçons. Parce que moi, j'ai des parents grands sportifs, alors moi, c'était foutez-moi la paix, laissez-moi dans ma chambre avec mes livres et mon piano. Parce que moi, j'avais des parents qui étaient toujours hyperactifs. Ah bah oui, tous mes copains voulaient avoir mes parents comme parents. C'est souvent le cas, ça. Hein. Sauf moi, évidemment, c'est toujours comme ça. Quand on s'est vu la première fois il y a quelques années, j'en viens au succès de La Vengeance du Pardon, qui est un succès déjà très prometteur, 100 000 exemplaires déjà imprimés, il y en aura d'autres. Vous m'avez raconté une anecdote qui m'a vraiment frappé, dont je parle très souvent. Vous étiez sous l'attente du livre sur la place. C'était votre première apparition à un salon littéraire. Et racontez, parce que ça dit beaucoup à la fois de ce milieu littéraire, oui, de la construction d'une œuvre, mais aussi de votre humilité. Oh, je ne sais pas si c'est humble, il y avait de l'orgueil aussi. Je vais raconter l'histoire. L'orgueil vient après. Ouais. Non, mais oui, la première fois où je suis venu ici, c'était en 1994. J'avais publié mon premier roman, La secte des égoïstes. J'avais été connu juste avant par 2 pièces. La première, La nuit de Valogne, et surtout Le Visiteur, qui m'avait valu 3 Molières et voilà, une réputation juste l'année précédente. Et donc, je sors mon premier roman, La secte des égoïstes. Et on me dit, il faut aller sur les salons littéraires. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Hein. Et donc, me voilà. À l'époque, les tentes étaient sur la place. Oui. Hein. Il y avait encore des voitures. Voilà. Donc, me voilà dans les courants d'air de... Oui, il y avait des voitures. Oui. Et en face de... Je me souviens, il y avait Hervé Bazin, Edmond de Charleroux. Maintenant, c'est moi qui ai son couvert à l'Académie. Donc je me dis, ça y est, je suis passé du côté des dinosaures. Donc je vois vous voyez, des gens qui me faisaient peur, qui m'impressionnaient, qui étaient là. Et moi, j'ai passé le week-end entier devant mes livres. Enfin, il n'y avait que La secte des égoïstes. Et j'ai vendu un livre. Et j'ai eu droit à une seule réflexion. Une dame qui est passée devant mon livre, qui s'appelait La secte des égoïstes, a dit « Ah, c'est bien pour mon mari, ça !» Les égoïstes ou la secte. Ouais. Un grand sentiment de solitude. Énorme. Et donc, à l'issue de tout ça, j'ai appelé les responsables d'Albin Michel. Enfin, j'ai parlé aux responsables d'Albin Michel qui m'avaient emmené ici. Je lui ai dit, on va peut-être arrêter. Hein, c'est pas la peine que vous me baladiez partout dans toute la France. Voilà. Et vous m'aviez dit, je reviendrai. Et je leur ai dit, je reviendrai. Quand j'aurai une œuvre. Oui, je reviendrai quand j'aurai du succès ou que je reviendrai quand ça sera mon heure. Et puis, je suis revenu en 2001. J'avais déjà, entre-temps, du coup, j'étais revenu au roman. J'avais fait l'Évangile selon Pilate et La part de l'autre. Et à partir de là... Et La part de l'autre qui vous a lancé... Voilà, et à partir de là, je me suis mis à aimer ces rencontres et à avoir besoin de ces rencontres. Et elles vous ont beaucoup aussi nourri, parce que vous entretenez... Alors, on n'est pas au niveau d'Amélie Nothomb, qui entretient une relation paramnésique avec son J'aime bien le terme paramnésique. Avec son lectorat, qui est en soi un objet culturel. Ah, mais Amélie, c'est carrément chez Albin Michel, puisqu'on a le même éditeur, oui, sûr, et on est amis avec Amélie. Oui. Amélie, elle arrive carrément à 9h chez Albin Michel, avant Les Femmes de ménage. Alors, largement avant la direction. Et elle s'installe dans son bureau et elle répond à ses lecteurs ou à ses lectrices, elle téléphone, etc. Elle ressort parfois, elle est épuisée de fatigue quand elle arrête vers 13h parce qu'elle a écrit avant. Donc Amélie passe beaucoup de temps, effectivement... Elle écrit avant le petit déjeuner, quoi. C'est ça. Oui, mais je ne sais même pas si c'est le petit déjeuner, en fait. C'est effrayant, quoi. Alors... Vous écrivez comment? Alors moi, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes... moi, c'est après le petit déjeuner. Après le petit déjeuner. Dans votre ferme rénovée, quelque part en Belgique. Ouais. Un peu dans un lieu qui vous met à l'abri, qui vous sert un peu de cocon. Et depuis quelques années, en même temps, à l'étage, hein, on en a parlé. Oui. Pour avoir une vision, prendre un peu de hauteur. Ou c'est symbolique ou c'est j'ai toujours aimé besoin d'avoir un horizon? Ouais, j'ai toujours aimé le point de vue des oiseaux, quoi. J'aime toujours être en hauteur. Faut dire que mes parents, je suis né sur
un balcon. Enfin, je suis pas né sur un balcon, ma pauvre mère. Mais j'ai passé mes premières années sur un balcon qui dominait tout Lyon. J'avais tout Lyon à mes pieds, la vallée du Rhône, je voyais les Alpes, les jours de beau temps, etc. Donc le monde a toujours été pour moi, s'est présenté comme un spectacle. C'est peut-être ce qui m'a rendu dès le départ dramaturge ou philosophe. Dramaturge. La distance et le spectacle. Et j'ai besoin, quand j'écris, oui, d'être dans un endroit très très lumineux et si possible tout en haut. Enfin, l'idée que quelqu'un pourrait marcher ou copuler au-dessus de moi m'empêcherait d'écrire. Donc, hein, ce serait pas possible. Parce que je m'en rendrais compte, forcément, j'ai des antennes. Vous travaillez en musique, Éric Emmanuel, vous êtes, surtout pas. Surtout pas. Vous partagez vraiment quelque chose avec Jean-Christophe Ruffin, à qui on posait la question il y a 3 jours, et qui a scotché tout le monde, je veux dire, en disant la musique, jamais. Ah mais non, mais moi j'adore la musique, et je ne passe pas une journée sans écouter de la musique, mais je l'écoute. C'est pas de la musique d'ameublement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est écouter? Écouter, c'est faire le vide de soi, pour se laisser remplir. Écouter quelqu'un, c'est faire le vide de soi pour recevoir tout ce qu'il dit. Écouter de la musique, c'est faire le vide de soi. D'ailleurs, les gens qui n'aiment pas la musique ou qui n'arrivent pas à se concentrer sur la musique, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire le vide d'eux-mêmes. Et on l'a vécu nous-mêmes. Il y a des jours où on ne peut pas se concentrer pour écouter de la musique ou même pour lire un livre, parce qu'on ne fait pas le vide de soi. Donc, il ne faut surtout pas que je fasse le vide de moi pour écrire. Parce que c'est le moment où je dois entendre mes personnages et tout. Donc, j'écoute de la musique avant, j'écoute de la musique après, j'écoute de la musique tous les jours, j'en fais au piano, mais pas quand j'écris. C'est une autre musique. Vous écrivez, c'est la musique, celle des personnages. Non, mais vous dites votre texte, vous les faites parler, vous les entendez. Je les entends. Moi, j'appelle mon bureau mon écoutoir. Et pas le gueuloir. Ouais, Flaubert disait le gueuloir. Parce qu'il disait ses textes plusieurs fois à voix haute, etc. etc. Moi, je les écoute vraiment, et c'est quand je les entends que je les écris. Y compris le décor. Je pense à cette scène de début dans ce petit village du Bugey. Vous avez entendu les insectes, vous avez entendu la musique de l'eau. Il faut surtout ne pas aller dans les endroits qu'on décrit, parce qu'il faut que ça soit quintessentiel par la mémoire. Ça casse le charme. Il faut que vous reveniez juste les souvenirs essentiels. On écrit mieux sur Paris quand on est à Berlin et sur Berlin quand on est à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pratique. Ben oui, mais c'est de même qu'on peut écrire sur une histoire d'amour quand malheureusement elle n'est plus. Vous voyez, je le crois. Pendant on est trop occupé. Parce que quand on vit les choses, on n'a peut-être pas le recul qui permet de quintessentier et d'apporter au lecteur juste les sensations qu'il faut. Donc il faut s'isoler. En fait, pour écrire, il faut s'isoler, pour réinventer le monde. Voilà. Donc moi, c'est toujours mon bureau. C'est vrai pour le roman, mais c'est vrai pour l'œuvre littéraire en général. Voilà. Et pour aller jusqu'au bout de la logique du être en hauteur, j'ai beaucoup écrit dans les avions. En avion? Ouais. Au-dessus de l'Atlantique, j'ai fini plusieurs livres. Ça, c'est un scoop. Mais je prends depuis 15 ans, je prends au moins 70 avions par an. Je déteste l'avion, je précise. Hein, et j'ai peur et tout et tout. Je suis toujours prêt à intervenir pour sauver tout le monde, alors que évidemment je ne sais rien faire, mais bon. Mais c'est le nombre de romans que j'ai finis dans des voyages, je sais pas pourquoi. Le problème de la hauteur, du petit donjon. Il faut trouver un espace qui n'est plus l'espace réel pour pouvoir raconter l'espace réel. Écrire, c'est quand même se retirer du monde pour le réinventer, quoi. Il n'y a rien à faire. Alors aide, oui. Éric Emmanuel, on arrive au bout de cette trop courte rencontre entre le public de Nancy et vous. Je propose qu'on puisse passer à la salle. Ah, je vois oui, elles sont là, vos lectrices. Les questions sont là aussi. Quelques questions. Ce sera volontiers, je crois. Monsieur, vous avez éveillé en moi quelques réflexions sur le pardon. Vous êtes certainement infiniment bon, mais je me dis, lorsque je pardonne, ce pardon s'inscrit dans ma mémoire. Comme il s'inscrit dans ma mémoire, il n'est pas total. Ah, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'un réel pardon existe? Je pense qu'on peut tous définir l'idéal du pardon, mais est-ce que sur Terre, un être est arrivé à pardonner réellement? Parce qu'il peut rester du tumulte dans la mémoire. Et le pardon émotionnel n'est pas forcément au rendez-vous
malgré le pardon décidé. Ouais. Ça, je le vis aussi. Oui. Merci pour votre conférence que j'ai trouvée très enrichissante. Ma question tourne autour également du pardon. À une époque de ma vie où je cherchais la foi, où je ne l'ai hélas pas trouvée, une religieuse m'a dit que pardonner, c'était le plus difficile, que le Christ avait réussi à le faire sur la croix. Et vous avez parlé du pardon intellectuel et du pardon émotionnel. Or, dans les expériences que j'ai vécues, moi j'ai toujours trouvé que pour pouvoir pardonner réellement, il fallait d'abord que je passe par que mes émotions se dissolvent, que je ne ressente plus cette souffrance, parce que haïr, c'est souffrir aussi. Et quand on pardonne, on est en paix. Et voyez-vous, moi j'ai l'impression que pour pouvoir pardonner, ça passe, vous dites plus, vous, par la raison, avant les émotions. C'est-à-dire que moi je vous propose de sauter les étapes, effectivement, ou d'aller plus vite, c'est-à-dire que, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, le tumulte, peut-être, en vous ne cessera jamais. Les points de douleur ne cesseront jamais. Et comment cesser de souffrir de la disparition, par exemple, d'un être ou comment... C'est impossible de cesser de souffrir. Moi, d'ailleurs, j'aime souffrir en pensant aux êtres que j'ai perdus, parce que c'est la nouvelle forme que prend l'amour, cette souffrance, cette douleur ou cette tristesse. Moi, je suis un partisan de la tristesse. Hein. Ça ne se voit pas. Mais parce que je pense que la tristesse nous lie aussi aux êtres, qu'il ne faut pas vouloir ne rien éprouver. Mais alors, pour reprendre la problématique du pardon, oui, moi je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir la paix intérieure pour pardonner. Je crois qu'il faut précéder la paix intérieure avec la décision de pardonner. Non, c'est pas facile. Mais c'est, comme disait Mandela, là il parlait du pardon politique, hein, quand une société a été déchirée et qu'il faut que de nouveau des communautés qui se sont déchirées vivent ensemble, il faut pardonner. Hein. Et il disait, le pardon n'efface pas le passé, mais ouvre la route de l'avenir. Hein. Donc effectivement, on n'efface pas le passé. Les horreurs ont été commises. Les horreurs continuent à nous faire souffrir. Mais on ouvre la porte de l'avenir en décidant de pardonner. C'est pour ça que moi, c'est vrai que j'insiste beaucoup en disant la décision du pardon précède l'éventuel pardon émotionnel qui peut-être d'ailleurs n'arrivera jamais entièrement. Mais il faut vouloir la paix pour que la paix arrive. Il ne faut pas attendre que la paix soit là, parce qu'elle ne vient pas toute seule. Bonjour, alors ma question n'a aucun rapport avec ce que les dames ont demandé tout à l'heure. Moi, c'est plutôt littéraire. Je voudrais savoir à quel point vous travaillez votre écriture. Parce que, par exemple, j'ai demandé à Philippe Claudel l'année dernière et il m'avait répondu que, avec le recul, il s'était rendu compte que ses livres, quand il les lisait lors des conférences, il se souvenait, il se voyait retravailler les mots beaucoup et ça le faisait rire avec le recul et qu'à force, il laissait un peu venir sa plume tout seul. Vous, ça marche comment ? Alors moi, j'écris d'un jet, toute l'histoire, toujours, tout le livre. En pratiquant une chose que je vous conseille si vous écrivez, en pratiquant la désinhibition critique. C'est-à-dire je n'exerce aucune critique sur ce que j'écris quand je crée. Évidemment, je me rends compte que cette phrase a été un peu bancale. Évidemment, je me rends compte que là, il manque un petit pont entre ceci ou cela. Évidemment, je me rends compte que, ou pas, que ici c'est trop facile, ou que là j'ai été vulgaire, etc. Mais on verra plus tard. Parce que le geste créateur, il a lieu qu'une fois. Donc il faut faire le geste créateur. Allez au bout de votre histoire, sans vous critiquer, parce qu'autrement vous allez vous inhiber et vous allez ralentir. C'est peut-être pour ça que j'écris autant, c'est parce que j'ai trouvé ma méthode. Mais alors après, je rallume le cerveau critique, une fois que l'œuvre est faite, et alors je polis, je nettoie, je masse, je lisse. Je m'occupe énormément du texte pour qu'il ait l'air totalement naturel et qu'à la limite, les abrutis peuvent se dire oh, bah, c'est facile d'écrire. Mais voilà, la simplicité, ça vient à la fin. Il faut beaucoup de travail. Vous savez, c'est la différence entre la simplicité et le simplisme. Hein. Le simplisme, c'est l'ignorance des difficultés. La simplicité, ce sont les difficultés résolues. Donc, il faut travailler beaucoup pour que ça soit simple et évident. Mais c'est vrai que pour moi, le caractère d'évidence, c'est le moment où je me dis, bon, je peux arrêter.
Et puis parfois, j'y suis pas encore arrivé, que l'éditeur me dit il faut donner le bon à tirer, le fameux BAT, qui est l'objet de tous mes cauchemars. C'est-à-dire que c'est fini, on ne peut plus... Voilà. Encore une question avant de donner le BAT. Madame. Alors, je voudrais vous remercier pour la musique de vos livres merci. Qui touche au plus profond de l'âme, parce qu'à chaque lecture, j'en sors vraiment transformée. Je reviens toutefois sur votre livre « La vengeance du pardon », où vous disiez qu'il y avait plusieurs facettes du pardon. Et vous parliez du pardon à mauvais escient. Qu'est-ce que vous entendez par là, s'il vous plaît ? J'évoque la première nouvelle, qui c'est Les Sœurs Barbarin, où tout d'un coup, l'aîné pardonne tout à sa sœur. Mais quand vous lirez l'histoire, vous verrez ce qu'elle arrive à lui pardonner. Et bien moi, je crois que tout d'un coup, le pardon doit aussi montrer ses limites, surtout quand c'est à répétition. Et dire non, tout n'est pas pardonnable, ou en tout cas la récidive n'est pas pardonnable. Et puis, il y a la grande question que posait d'ailleurs Jankélévitch, qu'on évoquait au début de l'entretien, le philosophe Vladimir Jankélévitch, quand alors qu'il a écrit sur le pardon en disant qu'il fallait pardonner, il a écrit dans un texte à côté, mais il y a l'impardonnable. Et lui, vous savez, Jankélévitch était juif et avait pu échapper aux rafles, etc., pendant la guerre, mais il a découvert, à la fin de la guerre, ce qui s'était passé, évidemment, dans les camps d'extermination. Et pour Jankélévitch, cela relevait de l'impardonnable. Il ne pousserait pas sa volonté de pardon jusque-là. Et là, c'est une question qui est posée à chaque homme. Est-ce qu'il y a de l'impardonnable ? Voyez ? Donc c'est ça que je veux dire avec pardon à bon ou à mauvais escient. Et puis tout pardonner, c'est aussi dévaloriser le pardon. Dans le cas, par exemple, de Lily par rapport à Moïsette, au fond, ce pardon n'a plus d'importance puisqu'il est carrément systématique. Donc je crois qu'elle aurait dû hérisser son pardon de chemins, d'interdits, de signaux pour dire « Attention, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi ». C'est mon hypothèse. Je vais rompre le charme. J'espère que vous allez nous pardonner, puisque c'était le thème de l'après-midi. Vous allez nous pardonner de mettre fin à une aussi belle rencontre. C'était un grand moment pour moi, pour vous et pour Éric Emmanuel, qui est quelqu'un qui ne triche pas. Vous avez pu vous en rendre compte. Vous allez pouvoir vous faire dédicacer son ouvrage. Sous le chapiteau. Sous le chapiteau. Je crains, sur la gauche. Hein, je crains que vous ayez à traverser la place. Pardon ? Non. Si, là j'y vais tout de suite. Non mais voilà. Éric se rend sur le stand d'Albin Michel pour dédicacer. Voilà quoi. Je suis désolé. Merci. Au revoir.